Je vais vous parler aujourd'hui de deux plantes qui accompagnent l'homme depuis des milliers d'années. Il s'agit d'une part de la sauge officinale qui est ici et de la sauge clarée. Alors il existe des centaines de sauges, ce sont les deux plus utilisées en France. Elles ont des propriétés médicinales très intéressantes et vous verrez, je vais vous raconter aussi une petite anecdote parce qu'elles sont à l'origine d'une invention qui est assez curieuse. Les sauges étaient utilisées il y a déjà 6000 ans par les Égyptiens et ont ensuite été employées par les Grecs et les Romains. Et d'ailleurs le nom de sauge vient du latin salvare qui veut dire qui sauve. C'est ce qui renseigne sur les propriétés de la plante et à quel point on pouvait la considérer comme efficace. C'est une plante qui va être très utilisée et qui va être dont la renommée va exploser au Moyen-Âge, notamment avec l'école de Salerne, cette fameuse école qui a rayonné sur l'Europe du XIe au XIVe siècle et dont on tire le fameux axiome qui dit que comment un homme peut-il mourir alors que la sauge fleurit dans son jardin, si ce n'est parce qu'aucune plante n'est capable de s'opposer à la mort. Cette sauge officinale renferme notamment une huile essentielle qui a des propriétés antispasmodiques et donc qui va favoriser et améliorer la digestion, mais également une molécule qui est l'acide rosmarinique qui a des propriétés vraiment remarquables que l'on retrouve dans certaines labiers. Cet acide rosmarinique est un antioxydant puissant, il a des propriétés antiasthéniques, antivirales qui ont été démontrées et il est capable de stimuler les polynucléaires, ce qui fait qu'on pourra utiliser les préparations à base de sauge officinale chez les personnes qui sont asthéniques, chez les personnes qui sont convalescentes, qui ont été opérées par exemple, et également chez les neurasthéniques. Alors on pourra utiliser les infusions ou également un vin, il suffit de mettre à macérer 40 g de feuilles dans 1 litre de vin liquoreux ou de vin à Porto. On laisse macérer pendant 15 jours à 3 semaines et après on consomme 1 à 2 cuillerées à soupe après chaque repas. Deuxième propriété remarquable de cette sauge officinale, c'est qu'elle a des propriétés anti-sudorales chez les gens qui transpirent un peu trop, les mains, sous les aisselles. Alors un essai clinique a été fait chez des patients à qui on a donné une infusion très concentrée et en fait l'effet anti-sudoral apparaît entre le 1er et le 4e jour et se maintient à peu près pendant 9 à 10 jours, mais ceci a été démontré et donc ça peut soulager certains patients. Enfin, une autre propriété importante de cette plante, c'est qu'en usage externe, elle a des propriétés cicatrisantes et elle est intéressante parce que l'huile est un bactéricide, l'huile essentielle est bactéricide et avec les tanins qu'elle renferme, elle va être intéressante pour soigner des plaies et surtout au niveau bucco-pharyngé où elle améliore notamment les problèmes d'aphte, les problèmes de gingivite, de stomatite. Elle permet de soigner le muguet et on peut l'utiliser à ce moment-là en faisant bouillir des feuilles dans du vin rouge. On fait une décoction dans du vin et ensuite on fait un bain de bouche avec cette préparation. Et ce sera intéressant même pour calmer les stomatites et tous les problèmes de gingivite au niveau de la bouche. Par contre, une recommandation très importante qui concerne l'huile essentielle de sauge officinale, c'est une huile essentielle qu'il vaut mieux ne pas utiliser car elle est très riche en thuyone. La thuyone est une substance qu'on retrouve notamment dans l'absinthe et qui est d'une part abortive et d'autre part qui a une toxicité pour le système nerveux important. Ce qui fait que déjà l'huile essentielle de sauge ne doit jamais être utilisée chez les enfants en bas âge et chez la femme enceinte ou allaitante. Plutôt que d'utiliser l'huile essentielle de sauge officinale, on peut utiliser sans aucun inconvénient l'huile essentielle de sauge clarée, qui est la deuxième plante dont je voudrais vous parler. Voici cette deuxième sauge qui est la sauge clarée, qui a des feuilles beaucoup plus grandes et qui est une plante avec des couleurs remarquables, des grandes hampes florales très longues et qui peut faire jusqu'à 1,50 m de hauteur. Cette sauge sclarée, contrairement à la sauge officinale que l'on trouve rarement au sauvage dans le midi de la France, si on trouve la sauge officinale sauvage en général, c'est qu'elle s'est échappée d'un jardin, elle est parfois naturalisée sur les coteaux très secs. Par contre, cette sauge sclarée se retrouve beaucoup plus fréquemment et on pourra l'utiliser avec les mêmes indications que la sauge officinale, sachant que son huile essentielle ne renferme pas de thuyone et que donc elle n'a absolument pas les contre-indications de l'huile essentielle de sauge officinale. L'huile essentielle de cette sauge clarée ne renferme pas de thuyone, mais renferme par contre de l'acétate de linalyle et du sclaréol qui possèdent une activité oestrogénique, ce qui fait que la plante est également utilisée dans la ménopause et de nombreux gynécologues l'utilisent en cas d'insuffisance hormonale et pour induire l'ovulation et elle donne de bons résultats dans des stérilités par insuffisance hormonale afin de déclencher l'ovulation.
Dans le cas d'une stérilité par blocage hormonal, qui est souvent d'origine psychologique, la prescription se fait sur une durée de 3 à 4 mois en prenant un extrait de sauge sclarée tous les jours. Voilà, je vous ai parlé des propriétés médicinales de ces deux sauges et je voudrais terminer cette vidéo en vous montrant maintenant une particularité botanique, une invention que les sauges ont réalisée bien avant l'homme. Il s'agit de petites pédales qui sont à la base des étamines et qui permettent de les faire basculer. Voilà ici des fleurs de sauge sclarée que j'ai cueillies et ici on a une fleur développée et l'anatomie des fleurs de sauge est pratiquement tout le temps la même. Il y a toujours deux grandes lèvres, une lèvre supérieure qui en fait protège les parties sexuelles mâles et femelles. Ici voilà une fleur que j'ai découpée, j'ai sorti les étamines qui étaient logées dans le pétale supérieur et là on voit encore la partie femelle qui émerge. Donc cette partie qui protège les organes sexuels et une partie, un pétale inférieur qui lui est aplati, est assez grand et qui en fait sert de piste d'atterrissage pour les insectes qui vont être attirés par du nectar qui est stocké au fond de la fleur de sauge. Alors qu'est-ce qui se passe quand l'insecte arrive? Eh bien il arrive, il est attiré par ce nectar, il plonge la tête dans la fleur et en fait en plongeant la tête, il va rentrer et appuyer sur les pédales qui sont à la base des étamines, ce qui va faire basculer ces étamines. Vous voyez, ça les fait basculer sur le dos de l'insecte et du coup, comme ces étamines basculent, les anthères qui sont chargés de pollen viennent frotter le dos de l'insecte et lui couvrent le dos de pollen. Quand cet insecte va partir de cette fleur qui là était à un stade mâle et va aller sur une fleur à un stade femelle, le pistil se sera développé un petit peu plus. À ce moment là en arrivant, le pistil va lui frotter le dos et récupérer le pollen, ce qui va permettre de polliniser la fleur. Sur cette coupe d'une fleur de sauge, on voit très bien ici les deux pétales qui sont à la base des étamines, qui sont déjà en partie fanées, et ici le pistil qui donc, comme la fleur est devenue femelle, s'est un petit peu allongé et sera prêt à recevoir l'insecte et à récupérer le pollen qu'il aura sur le dos. Cette invention des étamines qui basculent est d'autant plus judicieuse que l'on s'est aperçu que sur des épis de sauge, en fait, les fleurs n'arrivent pas à maturité en même temps. Et en général, celles du bas fleurissent en premier et donc sont fanées avant celles du milieu de la hampe qui sont au stade femelle et celles d'en haut sont encore au stade mâle. Et comme vous pouvez le voir sur ces images d'un insecte qui vient butiner un épi, en général les pollinisateurs commencent souvent par le bas de l'épi pour ensuite monter de fleur en fleur et donc ils vont passer au niveau des fleurs femelles. S'ils ont du pollen sur le dos, ce pollen va polliniser la fleur et ensuite quand ils finissent en haut aux fleurs à l'état mâle, l'étamine bascule et leur remet à nouveau du pollen sur le dos avant qu'ils s'envolent et qu'ils n'aillent polliniser d'autres fleurs. C'est donc vraiment une invention très judicieuse qui permet à la plante une pollinisation bien plus importante. Vous en savez un peu plus sur ces deux sauges, à vous maintenant d'utiliser ces remarquables plantes et d'admirer la beauté de leurs fleurs en pleine nature.